On accueille Cathy maintenant au 39 21. Bonsoir Cathy. Bonsoir Olivier. Bonsoir Cathy. Je pense que vous ne voulez pas nous dire d'où vous appelez, hein, je crois. Si, de région parisienne, de De région l'Essonne. parisienne, d'accord. Euh, Qu'est-ce qui vous amène, dites-moi. Quel âge avez-vous Cathy? J'ai 45 ans. 45 ans, d'accord. Qu'est-ce qui vous amène, Donc, dites-moi. ça fait un petit peu écho au témoignage précédent. En fait, c'est une procédure criminelle en cours contre mon ex-compagnon, avec emprise, manipulation et complicité, avec un viol notamment à la clé, et des nombreux dysfonctionnements judiciaires, puisque j'ai porté plainte contre lui. Oui, Des très très nombreux dysfonctionnements judiciaires. On peut dire que même la justice, on pense qu'elle est mathématique, mais elle est très littéraire en fait, parce que il y a de nombreux jugements de valeur. En fait, il n'y a pas du tout d'application de la loi. On veut des preuves, mais quand les preuves sont là, on les dénie on passe dessus en fait. Et c'est ce qui est scandaleux, c'est-à-dire qu'il y a une loi et la loi n'est pas appliquée, malgré les preuves en fait. Je vais reprendre un petit peu l'histoire. oui, Dans tout ce qui est manipulation, j'aime pas trop le terme de pervers narcissique, mais en fait, avant de connaître cet homme, je ne savais pas ce que c'était un pervers narcissique. Je pensais que mon père a certains traits, puisqu'il a humilié ma mère, il a battu ma mère pendant toute mon enfance. Quand j'ai rencontré, c'est un étudiant étranger. En fait, moi j'ai 45 ans, j'avais 42 ans à l'époque, mais lui, il avait 32 ans en fait. Il avait fait des études au Sénégal, des études de droit qui n'étaient pas reconnues, donc il venait en France pour faire master 1, master 2 de droit sur l'île. Donc je l'ai rencontré dans un moment de très très grande vulnérabilité, et comme tout ce qui est vulnérabilité attire le prédateur. Ce que je ne savais pas forcément, parce que des fois on peut tomber sur une personne justement qui est bienveillante et qui nous aide à remonter la pente, comme on peut tomber sur une personne qui profite de cet état de faiblesse. Donc moi j'ai connu une période de très grande précarité locative, donc 2 ans 115, avec un viol en 2018 d'une personne que je connaissais plus ou moins, à qui j'ai demandé de m'héberger, qui en a profité, voilà. J'ai porté plainte aussi plus par le principe que par le traumatisme, parce que j'ai pas du tout été traumatisée. Voilà, même si on peut dire, voilà, il y a différents cas, hein. On peut avoir des attouchements et le vivre plus ou moins bien, et oui, des fois, oui, en fait, il y aura oui. un viol et là, ça va être vraiment un état de stress post-traumatique qui va se déclencher. Donc je l'avais fait juste par rapport au principe, parce que c'était une personne, disons, qui était pas machiavélique dans l'âme, mais qui a juste voulu profiter de l'occasion, on va dire. Voilà, comme il y en a beaucoup, il y a des hommes qui veulent profiter un peu de l'occasion, mais sans intention de détruire, parce que le but d'un prédateur, d'un pervers narcissique, c'est l'anéantissement de l'autre, c'est la destruction de l'autre. C'est-à-dire que c'est souvent des personnes qui ont des traumatismes dans l'enfance et qui ont été humiliés et qui ont besoin d'humilier l'autre pour exister. Et c'est ce que j'ai connu dans cette relation. Donc à ce moment-là, je venais juste d'avoir mon appartement. Après 2 ans, je venais juste d'avoir mon appartement. Et je l'ai rencontré, cet homme, sur Internet. Donc, si vous voulez, déjà dès le départ, il a su un peu tisser la toile. Donc il a instauré une relation de confiance, même si des fois il me disait des choses qui auraient pu m'alerter, comme par exemple une fois il m'a dit, dans la vie on peut absolument tout faire, l'important c'est que personne ne le sache. Oui, ben ça aurait dû vous alerter. Oui, mais j'étais vraiment, je pense, dans une sorte d'emprise déjà, ce Oui, que je savais pas. J'étais vraiment, en fait, j'étais tellement dans un état de détresse et de même quasi suicidaire, on va dire, oui, que oui. j'avais besoin de me rattacher à quelqu'un. Et en fait, j'ai fait comme une sorte pas dire de syndrome de Stockholm, mais d'attachement traumatique. C'est-à-dire que quand on est dans ces moments-là, on se rattache, on donne sa vie, sa survie à une personne, en fait. Et en fait, le cerveau humain, il est vraiment particulier. Et je pense que déjà, quand cette personne-là, elle commence, parce que c'est quelqu'un qui connaît les techniques de manipulation, et bon, il y a un ancien
Et même des fois quand il me parlait, il utilisait des termes, bon c'est à toi de voir, ça ne me regarde que toi, bon des choses comme ça. Des termes que je pensais des termes de manipulation, mais on m'a dit que c'était des termes de contre-manipulation, justement pour ne pas se laisser envahir par les sentiments. C'était quelqu'un qui utilisait beaucoup la contre-manipulation. Donc, tout est-il que, bon, pendant 6 mois, on a entretenu une relation, voilà, purement amicale. Et même si moi, je sentais un certain attachement. Et au mois de juin, il m'a invité à Lille, à la cité universitaire, parce que lui, il était à la cité universitaire. Il faisait des études de droit, comme je vous avais dit. Et en fait, quand je l'ai rencontré, en fait, au départ, bon, il y a rien eu quand je l'ai rencontré dans la rue, mais dès qu'on est rentré dans sa chambre, en fait, j'ai eu l'impression d'avoir une sorte d'aimantation. Comme quelque chose, comme la sirène d'Ulysse, en fait, qui est poussée par quelque chose. Oui. Comme une abeille, voilà, une abeille qui arrive vers le sucre. En fait, il y avait une sorte d'attirance physique qui m'attirait, même si c'est pas quelqu'un qui me plaisait physiquement au premier abord, Oui. j'ai eu l'impression qu'il y avait quelque chose une aimantation. Et je pouvais pas me retenir, Mhm. une aimantation. Il avait Et en fait, un certain charisme, en fait. voilà, et je pense il m'avait déjà travaillé mentalement. Il a vraiment un très très grand pouvoir de destruction. De très, 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 à l'instar des gourous, c'est vraiment quelqu'un qui est dans la destruction de l'autre, et vous allez le voir par la suite. Et du coup, bon, ce qu'il y a eu, c'est que la nuit, on a eu un rapport sexuel totalement consenti. En fait, j'étais tellement attirée, je ne sais pas ce qu'il y a eu. Et le lendemain, je suis rentrée chez moi à Paris et j'ai voulu rompre le contact avec lui. J'ai dit, je ne veux pas m'attacher davantage, je suis fragile, je ne veux pas m'attacher Oui. davantage à toi. Et j'étais prête vraiment à couper le lien avec lui. Et parce que moi, je ne voulais pas de relation comme ça, je voulais vraiment me remarier. J'étais mariée à 28 ans, je voulais vraiment me remarier. Donc, il savait qu'il allait me perdre et quelque part inconsciemment, il ne l'a pas supporté, ce que j'ai analysé par la suite. En fait, il s'est dit, attends, celle-là, elle veut me laisser. C'est pas elle qui veut me laisser, c'est moi qui veux la laisser. Donc, comme elle veut se marier, je vais lui promettre le mariage. Donc, il m'a dit, je tiens à toi, tu as des valeurs morales, je ne veux pas te perdre et je vais t'épouser. Donc, à partir de là, c'était l'été, il est parti travailler en Corse, il a commencé à une relation très, très fusionnelle, à m'appeler 6 heures par jour, à me placer sur un Oula. piédestal, hein. Oui. Voilà, à me dire voilà que je suis son ange, que ce n'est pas pour rien, que voilà, c'est me mettre carrément comme une personne indispensable à sa vie. Et à partir du moment où il a vu que j'étais bien, voilà, j'étais bien ferrée, il a commencé à me montrer certains signes qui auraient dû m'alerter et que moi je ne pouvais pas voir à l'époque parce que j'étais vraiment sous vraiment une emprise. Je savais même pas ce que c'était l'emprise à ce moment-là, mais avec c'est après. Mais à ce moment-là, je pouvais pas avoir d'esprit autocritique. Et ce qui est très très bizarre chez moi, parce que bon, j'ai fait des études universitaires, j'ai toujours appris, mes parents m'ont toujours appris à avoir un esprit critique, à toujours avoir ma pensée sur tout. Et ne pas me laisser, mais j'ai jamais été dans des phénomènes de mal, j'ai jamais été dans des groupes ou suivre des modes. J'ai toujours eu ma propre pensée et mes propres goûts, mes propres opinions. Donc, ce qu'il y a eu, c'est que à ce moment-là, il m'a dit un jour comme ça, c'était vraiment au détour d'une conversation, hein, on parlait des heures entières, et puis à ce moment-là, il tenait des propos qui auraient dû m'alerter, et que j'ai pas écrit d'ailleurs, j'ai même ses preuves par SMS. Hein. Et il me dit un jour, tu sais, c'est quoi mes vers préférés? Je lui dis non. Il me dit, bah mes vers préférés sont feintés, esquivés. Donc feinter, simuler, esquiver, partir en douce. Et bon, je sais ce que ça veut dire, mais pour moi, en fait, comme je vois pas, ce qu'il y a ce gros problème, c'est que moi, je suis une personne qui est croyante, hein, qui croit en Dieu, je suis engagée je fais des choses caritativement. En fait, je vois pas l'intérêt de faire du mal à quelqu'un. Si je peux aider une personne, je le fais volontiers. Mais je ne vois pas l'intérêt. Je crains Dieu, je suis croyante, je crains Dieu, et je vois pas l'intérêt. En fait, ça m'apporte rien de faire le mal à une personne. Ça m'apporte rien.
Donc je voyais pas l'intérêt, je voyais pas que c'était un manipulateur. Pour moi, au contraire, je me disais mais c'est Oui, original, vous c'est étiez créatif. séduite. Vous étiez séduite aussi. Euh, Il y a cette bah, il y partie-là. avait, oui, il y avait de l'emprise aussi, Bah, et puis il me vous disait mais savez, des choses horribles. oui, Mhm, mais ce que je veux dire par là, lorsqu'on est mhm, séduit par quelqu'un, on a mhm, tendance, pendant un moment, vous voyez, il y a une période un peu, ce qu'on appelle la période rose, un peu une mhm, période où on laisse passer plus de choses. mhm, Même si il sortait des choses horribles, ça n'était pas envers vous. mhm. Donc, euh, vous laissiez passer, même si ça vous heurtait un peu. Je me trompe ou pas? Il a dit des choses quand même très très graves bien avant. Il m'a sorti une fois sur une photo. Je lui avais envoyé une photo de moi. Il m'a dit t'es sexy sur la photo, ça donne envie. Et il m'a dit tu devrais l'envoyer à l'homme qui t'a abusé sexuellement. Et j'ai pas réagi, hein. J'ai pas réagi alors que c'est d'une gravité, mais vous voyez. Mais à l'époque, en fait, j'étais tellement, mais tellement, tellement dans un marasme psychologique, tellement, mais carrément, voilà, qu'on me dise, des fois, on me dit des choses comme ça, j'aurais réagi. Mais là, j'étais dans l'incapacité. Je pense que Manuel Salmona, bon, la psychiatre l'a décrit. Il y a une sorte de sidération, en plus, comme j'ai connu déjà disons que des violences sexuelles enfants, j'étais dans une sorte de dissociation. Et j'ai eu déjà, même à 25 ans, bon, j'avais déjà ce phénomène où j'avais mon petit ami et je pouvais le tromper sans intention de le tromper. C'est-à-dire que si un homme me disait, voilà, me faisait des avances, je couchais avec lui juste parce que, comme s'il me demandait de lui donner du pain, en fait. En fait, j'étais carrément, je pense que j'étais complètement dissociée parce que j'étais élevée à obéir, j'étais élevée, Ouais. j'ai connu Enfin, plusieurs agressions sexuelles. ça vient. Attendez, parce il y a un truc là. Oui, Ça vient oui. d'où ça, le fait que vous avez été élevé à obéir jusqu'à faire l'amour quand n'importe quel homme vous le demandez. Vous avez eu une Eh ben, en enfance. fait, à l'époque, j'ai eu une enfance, oui, où j'étais Quel rapport vous aviez avec votre père? être là l'enfant parfaite, l'enfant réparateur. J'ai été créée pour soigner la dépression de ma mère et c'est-à-dire que je n'existais dans le regard de mon père que quand je correspondais à ce qu'il attendait de moi, c'est-à-dire l'enfant modèle, l'enfant qui ne dit rien, qui ne répond rien, qui n'a pas de sentiments, qui n'a pas d'émotions. On ne parle pas dans la famille, je n'ai pas le droit de pleurer, je n'ai pas le droit de casser un verre, je n'ai pas le droit de... Voilà, j'ai le droit que d'être parfaite et de réagir comme une adulte. Je n'ai pas le droit à l'erreur. Vous y J'ai, voyez, j'avais, vous y voyez oui. une conséquence de justement de ça? Maintenant, oui, un petit peu, dans le sens où j'ai reproduit des schémas de ma mère, c'est-à-dire que ma mère était carrément sous emprise de mon père. Mon père l'a frappée et par contre, moi, la violence physique, je l'aurais jamais supporté. Ça, je pense il le savait. J'ai jamais été violentée physiquement parce que je pense que la violence physique, ça, je pense que ça aurait été trop pour Vous moi. seriez parti tout de suite. Oui, 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 oui. Ça, parce que je l'ai pas connu de mon père trop. Ma mère a connu la violence physique énormément. C'était vraiment les coups, hein. C'était des scènes tout le temps, constamment. Ma mère ne travaillait pas, était complètement dépendante financièrement de mon père. Et puis ma mère a eu un AVC et aussi elle était elle a pas fait d'études du tout. Elle s'est jamais remise en question. C'était comme ça et pas autrement. En fait, ma mère, elle se pose pas de questions. Elle dit c'est comme ça, c'est pas autrement. Elle n'essaye pas de faire un travail. Même mon père n'essaye pas de faire un travail sur lui-même parce que c'est des personnes qui malheureusement ont subi aussi des schémas familiaux assez conséquents et qui ne peuvent pas se remettre en question parce qu'ils ont. Mon père, de toute façon, il est carrément dans le déni. C'est jamais de sa faute, c'est toujours la faute de l'autre. Oui. Et ma mère a reproduit juste parce elle a été humiliée aussi par son propre père qui lui disait qu'elle était une idiote. Et elle a épousé un homme qui lui a dit toute sa vie qu'elle était une idiote alors qu'elle n'est pas du tout idiote. Mais elle a un D'accord. manque total de confiance en elle. Et elle est détruite, hein. Elle est totalement détruite, ma mère, par mon père. Elle a des forts problèmes de dépression et de troubles obsessionnels compulsifs. Bon, Très, très, très. revenons-en donc à Oui, cet homme. Euh, oui.
Ça, Euh, ça s'est fini comment? À quel moment? Par... alors, ça a commencé, disons que pendant l'été, et ça s'est terminé au mois de décembre 2019, donc ça a duré quelques mois. Disons que lui, il avait déjà planifié, disons que il s'était dit que c'était à lui de mettre fin en relation. C'est-à-dire que dès le départ, il avait l'intention de me faire payer, et c'est ce que j'ai compris par la suite, c'est que ça veut dire si j'étais rentrée chez moi, j'aurais fait comme si de rien n'était. Bon, c'est bien, on a couché ensemble, on continue notre amitié, il n'y avait rien. Si je n'aurais pas voulu couper la relation avec lui, je pense qu'on aurait continué comme ça. Voilà, dans un terme purement amical, si on peut dire ça. Mais c'est le fait qu'il n'ait pas que j'ai voulu rompre avec lui, qu'il l'a pas accepté. Après, j'ai vu dans son caractère que c'était quelqu'un qui était vraiment très narcissique, qu'il fallait toujours, il fallait pas dire non. Il ne comprenait pas le non. Il comprenait pas qu'on lui dise, je suis pas d'accord avec toi. Il fallait toujours aller dans son sens. Il a eu des réactions complètement folles. Une fois, j'avais une petite peluche que j'aime beaucoup puisque je l'avais achetée au moment où j'étais au 115 et qui m'a suivie. Et un jour, il m'a pris la peluche des mains et il l'a jeté contre le mur. Et là, ce jour-là, ça a failli mal aller avec lui et je lui ai dit clairement, je lui ai dit, tu touches encore à cette peluche, tu vas sortir, tu sors de chez moi. Et là, je sais pas, là, une fois quand même où j'ai pu, il y avait quand même des fois où j'osais quand même, mais la plupart du temps, même des fois quand il m'humiliait, quand il faisait des choses qui me faisaient mal, je laissais passer en fait. Je dis ça sert à rien de jeter de l'huile sur le feu quoi. Je laisse passer, c'est tout. Je supportais en silence. Mais des fois, il faisait un peu comme beaucoup de pervers narcissiques, c'est-à-dire le silence radio. Donc, c'est-à-dire qu'il peut, si j'avais envie de lui, une fois, c'était au mois de novembre, parce que là, déjà, il avait commencé à prendre ses distances. Une fois, je lui ai demandé de m'appeler. Il ne pouvait pas me dire qu'il n'avait pas le temps, parce qu'il était sur des révisions. Et il m'a sorti cette phrase, mais ça m'a choquée au plus haut point. Il m'a dit, euh, je suis focus sur mon objectif et si tu essayes de t'interposer entre moi et mon objectif, je ferai abstraction de toi sans aucun scrupule. Eh ben, J'ai dit, mon Dieu, j'ai jamais entendu ce genre de phrase, quoi. Puis toutes les phrases qu'il m'avait dit, je me considère comme la pire des espèces, alors qu'il se dit croyant et musulman. Je peux oublier quelqu'un en une minute. La vie est une grimace. Je ne fais même pas confiance à mon ombre. Et tout ça, je les ai en preuve écrite. il était bien secoué, lui, hein, quand même. Hein. Pardonnez-moi. Hein. Visiblement oui, mais visiblement pour la police, non, c'est rien. Visiblement, j'ai des phrases aussi du type de SMS à la fin quand il avait rompu et tout ça. Je passe d'une relation à une autre sans aucun état d'âme, sans aucun scrupule. Bonne chance et bonne chasse. Oh bonne là. chasse. Ah oui, oui. Et donc ce genre de message, c'est à la police, vous voyez. Et la police, ça passe crème. Et c'est pas lui, c'est pas moi la victime, c'est lui pour la police. Vous voyez. Donc il y a un inversement des rôles. J'en ai pris plein la figure. J'ai été traitée de persécutée. J'ai été traitée à la police que si vous avez besoin de justice pour aller mieux, à ce moment-là, peu de gens iront bien. J'ai entendu des choses que vous n'imaginez même pas, que je suis pas chez Auchan, que je fais pas mes courses. C'est-à-dire que c'est pas moi qui décide ce qui doit être écrit ou comment on dirige l'entretien. Donc pour finir comment il a terminé la relation. Donc il est venu au mois de décembre pour les fêtes de fin d'année. Il n'a même pas passé Noël avec moi alors que je suis chrétienne. Il a passé chez un ami avocat au barreau de Paris, un avocat sénégalais qui est au barreau de Paris, chez qui il a passé Noël, qui l'a ramené le jour du viol, hein, parce qu'il y a eu viol ce jour-là, le 26 décembre 2019. Alors, déjà, il a eu une attitude très... Bon, il était un peu malade, mais lui, il est venu chez moi, il passait son temps à dormir et à avoir des rapports avec moi, alors que c'était pas comme ça, d'habitude, on n'était pas à ce point-là, mais là, lui, c'était 3 rapports comme ça par jour, hein, c'était la folie. Et il passait son temps à dormir. Il avait un gros appétit sexuel, en fait, en plus. Non, en fait, je pense pas qu'il l'avait... Dans le temps habituel, non. Mais là, c'était, je pense, pour me mettre à bout, en fait, pour m'instrumentaliser
me mettre en objet. Il passait son temps à dormir, je ne sais pas comment il pouvait, mais il passait son temps à dormir toute la journée et la nuit à dormir. Moi, je ne peux pas passer une journée à dormir entière. Je ne sais pas comment il faisait, mais il avait la gastro, bon, il avait des médicaments et tout ça, mais il n'avait pas de fièvre. Hein. Et puis même un paquet de dattes de 500 grammes, il pouvait le manger dans la nuit, vous voyez. Donc il avait la gastro, il mangeait 500 grammes de dattes. Donc c'était trop dans l'excès. Mais là, moi, j'ai jamais vu ça, ce comportement-là. Il vient pour me voir et il passe son temps à dormir. Ça veut dire tu n'existes pas pour moi. Et en fait, là, je disais rien, je me taisais, j'allais dans l'autre pièce, je disais rien. Ça commençait à monter en moi, ça commençait là, ça commence à quand même à monter. Et un soir, on devait regarder un film. En plus, ironiquement, c'était La maison du docteur Edward d'Alfred Hitchcock. C'est l'histoire d'un imposteur. Hein. Et comme quoi, il n'y a pas de hasard. Mais ce soir-là, on avait prévu de regarder le film. Il va avoir un rapport. Je lui dis non. Et vous savez ce qu'il me sort, Olivier? Il me dit, Non. je ne vais pas te violer quand même. Je ne vais pas te violer quand même. Alors qu'il savait que j'avais été violée et que j'avais été victime d'attouchement enfant. Je ne vais pas te violer quand même. C'est pour me dire, c'est pour te dire, voilà, c'est pour te dire, tu veux me faire mal, tu veux pas aller dans mon sens, moi, je vais te faire du mal. Voilà. Et donc, il n'a rien fait. Il s'est couché, donc pour me choquer, hein, moi, ça c'est pour quelqu'un qui a déjà été violé 1 an auparavant, c'est un choc. Je ne vais pas te violer quand même. Et il s'est couché. Et 2 heures après, il s'est réveillé. Il a eu un rapport non protégé. Avant, on avait des rapports toujours avec préservatif, parce que moi, j'ai une maladie génétique qui s'appelle le facteur 5 Leiden. C'est une maladie de la coagulation du sang, donc qui prédispose aux embolies pulmonaires. Je n'ai pas le droit à la contraception oestrogène. Et tout ce qui est grossesse est très à risque avec des injections d'héparine pour fluidifier le sang. Donc, il savait très bien ma maladie. Hein. Il savait qu'une grossesse, pour moi, c'est un risque. Et donc, il a eu un rapport non protégé. Quand j'ai vu qu'il avait un rapport non protégé, je dis, mais t'as pas préservatif. Il a continué, il ne m'a pas écouté. Et du vous coup, pensez qu'il avait d'autres aventures en dehors? Je sais pas. Je sais pas et ça m'intéresse pas. Vous Ça vous êtes fait m'intéresse pas. tester quand même. Après, je sais que j'ai eu une hépatite. J'ai eu une hépatite, mais c'est pas une hépatite. J'ai une hépatite, j'ai eu l'Epstein-Barr et le MS, c'est notre le cigalomavirus, c'est notre virus. Mais surtout parce que j'étais faible. Après, parce que par rapport à ça, oui, par rapport au VIH, tout ça, hépatite, j'ai tout testé, ouais. J'avais rien, mais par contre j'ai eu une hépatite liée à l'Epstein-Barr et le CMV. Et j'étais vraiment malade. De ma vie, j'ai jamais été malade comme ça. J'étais 10 jours à 40 degrés de fièvre et la fièvre ne tombait pas. C'est au moment du Covid. Yvette vous demande si vous n'aviez pas, à ce moment-là, simplement besoin d'amour ou d'être aimé. Ah bah si, c'est même pas besoin d'amour, c'est de la dépendance affective. Moi, je suis en dépendance affective et je n'existe que dans le regard de l'autre. Et je suis très dépendante, j'ai l'impression que je suis pas dépendante affective de mes amis, de mes collègues, je suis dépendante affective d'un homme. Mon double en fait, mon symbolone comme on dit quoi. C'est-à-dire que je n'existe que dans le regard de l'autre. Et sans ce Comme regard, avec je papa. n'existe pas. Comme avec papa, ouais. Voilà. Parce que j'étais l'enfant parfaite. Oui, je pense qu'il y a une forte, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais tout est-il que quand il m'a dit ça, bon, encore, je n'arrivais même pas à voir que c'était un viol, hein. Et il m'a dit, il m'a fait ça. Et le lendemain, on devait partir à Paris. Bon, moi, j'étais encore dans l'idéalisation. Hein. Je n'arrivais même pas à voir ses défauts. J'arrivais même pas à voir que ça allait pas. Hein. J'étais carrément dans une emprise, mais c'est aberrant. Hein. Et en fait, le cerveau, il disjoncte complètement là. Et c'est un mécanisme de défense, je ne sais pas quoi. Mais aussi, quand on a grandi dans ce schéma, quand on a grandi dans le chaud et froid, parce que moi, j'ai grandi dans le chaud et froid, c'est-à-dire que mon père, un jour, c'était l'enfant parfait, et le lendemain, j'étais qu'une moins que rien. Donc, j'ai grandi comme ça. J'ai grandi en n'existant pas, puisque Mais c'est un peu ce que vous reproduisez avec les hommes. Hein.
avec cet homme en Avec cet particulier, mais homme, bah pas. oui, oui, J'ai eu ouais. d'autres relations qui étaient très 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 saines par contre. Mais là, c'est vraiment la première fois où j'ai une relation, parce que j'ai quand même eu des bonnes relations, c'est moi qui les ai stoppées parce que j'étais pas bien dans ma tête. En plus, comme j'étais aussi anorexique, hein, pendant moi j'étais aux attouchements sexuels comme il y avait le témoignage de Frédéric que j'avais écouté. Moi aussi, suite à des attouchements, je suis tombée anorexique de la même manière, hein. Et Je vois donc, que vous avez parlé à Sabine ce week-end, Sabine Marin. oui, 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 et c'est ça qu'on a parlé justement. Mais on n'a pas parlé de ma procédure judiciaire. Et c'est pour ça que j'ai dit je voulais parler de ma procédure judiciaire parce qu'on a juste toujours parlé que de mon père, de mon père, de ma famille, de ma mère. Alors, il nous reste plus que quelques minutes. Donc, D'accord, cette d'accord. procédure judiciaire, de quoi s'agit-il? Procédure criminelle, donc pour viol, abus de faiblesse, emprise psychologique, violence psychologique. Sur personnes handicapées, puisque moi je suis reconnue handicapée par la MDPH, presque 80%. J'ai Pour l'allocation quel handicap? anorexie, trouble obsessionnel D'accord, compulsif, d'accord. facteur 5 Leiden. Et en fait, ce problème de handicap, au lieu de me servir, me dessert par rapport à la justice. Et Pourquoi? quelque part, parce qu'on est étiqueté. Par exemple, une femme autiste, il y a 97% des femmes autistes qui sont victimes d'attouchements sexuels. C'est-à-dire que les personnes qui sont dans une vulnérabilité sont des proies faciles. Bien sûr, mais vous entendez par là que on vous prend pour quelqu'un d'instable aussi lorsque vous Oui, allez à la oui, police? un cas social. Un cas social, Ouais. c'est-à-dire que comme j'avais été victime d'un viol et que j'ai déjà connu des viols, des attouchements enfants, on se dit que celle-là elle cherche, que celle-là c'est en plus elle sort de la rue, elle est instable, elle est, quoique je ne suis pas reconnue pour pathologie psychiatrique, heureusement, je ne suis pas, la dépression et l'anorexie ne sont pas, bon, voilà, la dépression c'est plutôt dangereux pour soi-même, on va dire, mais je ne suis pas schizophrène, je ne suis pas bipolaire, je ne suis pas paranoïaque, vous voyez, j'aurais encore j'aurais être étiqueté schizophrène par exemple, ou dans une psychose par exemple, ça serait encore plus dur pour moi. Parce que là, on aurait beaucoup plus joué, mais en plus j'ai eu des rapports psychiatriques qui disent que je ne suis atteinte d'aucune pathologie mentale, comme c'est des gens tout à fait normales. Donc, Donc, au final, cette procédure judiciaire, vous l'avez entamée il toutes y a combien de classées, temps? Elles sont toutes 2 ans. classées? Toutes? Toutes classées avec prise de position, impartialité, prise de position de la police pour monsieur, j'en ai pris plein la figure. En fait, la procureure de Lille, ce qui m'a fait beaucoup de mal, c'est que bon, même la première magistrate qui avait tenu l'enquête, elle était féministe, elle était vraiment, et elle avait tenu un discours et tout ça qui était vraiment elle avait défendu une fille qui était handicapée, qui avait été prostituée par son frère. C'était exactement les mêmes ingrédients. Et la procureure de Lille est normande comme moi. Moi, je suis normande. Elle est de la même ville que moi. Elle est féministe en plus. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui se Et passe? donc, vous n'avez Lui, pas il été est entendu, quand même? pas du tout, ni par rien du tout, ni par les associations, ni par la presse. La presse, j'ai essayé de médiatiser. J'ai écrit 2 livres. Donc, j'ai écrit un livre le premier a été publié en octobre dernier, à compte d'éditeur, dans une toute petite maison d'édition dans le 94, une maison d'édition africaine qui s'appelle Doxa Édition. Donc, c'est de la poésie engagée. C'est de la poésie engagée, on s'appelle Fragment d'Akawa, hein, j'ai mis sous mon nom de jeune fille, Cathy Covarelli. C'est de la poésie que j'ai transposée au Sénégal, étant donné que lui est sénégalais, que moi j'ai déjà vécu dans son pays, puisqu'on ex-mari est sénégalais. Je parle en partie la langue de son pays. Donc, j'ai écrit ce livre justement sur les violences sexuelles et la manipulation. Donc, c'est un livre que j'ai transposé au Sénégal avec tout ce qui est problème de violences sexuelles, c'est-à-dire prostitution, excision,
inceste, viol, manipulation. J'ai parlé aussi de l'immigration, des problèmes d'immigration, des problèmes aussi propres au Sénégal. Mais c'est vraiment quelque chose que j'ai transcrit. Il n'y a que 2 poèmes comme ça qui se passent à Paris, sur l'immigration et à Châteaurouge, sur la prostitution à Châteaurouge. Oui. Mais le reste, la scène, c'est vraiment soit au Sénégal, ou il y en a un qui est en Guinée aussi. Mais c'est vraiment... Ça n'a rien à voir avec ce qui vous est arrivé pour votre procédure, Totalement. ça. Pourquoi ? Alors, c'est quand on le lit, en fait, c'est que je suis tellement détruite parce que moi, je suis complètement détruite. J'ai un état de stress post-traumatique. J'entends. Je me réveille toutes les nuits dans des états de terreur. Hein. C'est pas des cauchemars, c'est des états de terreur. Et vous vivez seule aujourd'hui ? Je vis seule. Je ne veux plus avoir affaire à un homme. Je suis dans la crainte, j'ai des flashbacks, hein, j'ai un état de stress post-traumatique qui est reconnu. Je vis dans la haine, c'est-à-dire j'ai vraiment et ce qu'il m'a dit dans la vie, on peut faire tout ce qu'on veut, l'important c'est que personne ne le sache. J'ai dit les gens sauront, le Sénégal saura. J'ai voulu informer ses parents, on m'a fait blocus. Son ami avocat m'a dit, quand je lui ai informé de ce qu'avait fait son ami, il m'a dit arrêtez de me casser les couilles avec vos histoires. J'ai une de ses amies au Sénégal qui m'a dit vu que ton grand-père t'a abusé sexuellement, tu devrais être habitué. Par SMS, hein. Oui. C'est pas pareil, voilà. Donc, ces messages qui sont au niveau du procureur, vu que ton grand-père t'a abusé sexuellement, tu devrais être habitué sexuellement. Ou des messages aussi du type, vu que tu étais suicidaire, c'est pas bien grave qu'il abuse de toi. Vous voyez, ce genre de messages qui, pour moi, sont dramatiques, hein, de personnes qui sont au Sénégal. Ces messages-là sont de personnes qui sont au Sénégal. Pour moi, c'est des choses, pour moi, je ne peux pas accepter qu'une personne utilise la vulnérabilité de quelqu'un, l'état de faiblesse de quelqu'un pour la manipuler, pour la violer et que personne ne le sache. Je dis non. Mais quand vous dites que vous avez été rejeté par les associations, pourquoi vous interprétez ça comment ? Je pense qu'ils me voient un peu comme une dépendante affective. Après, toutes les associations ne sont pas bienveillantes. Hein. J'ai même si vous voulez, au niveau de Lille, ce que j'avais signalé au niveau de la direction des protections des femmes, vous savez, c'est droit d'égalité, l'égalité des femmes et des hommes, là, des droits des handicapés. À un moment, j'étais tellement énervée parce que j'ai reçu une lettre du procureur, parce que j'ai ma première plainte qui a été classée, qui a été réouverte. Même ma psychologue a fait une prise de position, elle a enfreint le secret professionnel, elle n'avait pas le droit. Elle a été banalisée l'affaire, elle a été parlée d'une rupture difficile alors que c'est un viol. Et alors que le viol a été, moi c'est le collectif français contre le viol, donc la grande association, un collectif français contre le viol, quand un jour je les ai appelés, je leur ai expliqué ma situation, il m'a dit madame vous avez été violée. Et allez sur la plateforme, j'étais sur la plateforme ce jour-là, vous savez la plateforme des violences sexistes et sexuelles, ouais. Et j'ai exposé ma situation, j'ai dit est-ce qu'il y a viol ou pas? Et la police m'a dit oui madame il y a viol. Donc que le collectif français contre le viol et que la brigade spécialisée des violences sexistes et sexuelles me disent madame il y a viol, alors si eux qui sont spécialisés dans le viol ne savent pas ce qu'est un viol, je pense que c'est grave. Donc elle a été banalisée l'affaire en parlant d'une rupture difficile parce que la policière elle l'a appelée alors qu'elle n'avait absolument pas appelé ma psychologue. Elle a été prendre position pour mon agresseur en disant que monsieur était bienveillant et qu'il souhaitait simplement passer à autre chose. Ce monsieur, oui. Je pense que ce monsieur, il est intouchable. En tout cas, il paraît assez intouchable. Et puis, moi, le conseil que je vous donnerais, Cathy, maintenant, aujourd'hui, vraiment, on touche à la fin de l'émission, donc je vais me permettre de conclure et de vous dire que je pense qu'avec tout ce qui s'est passé, toute l'énergie que vous avez dépensée dans toutes ces procédures, vraiment, je pense que maintenant, il faudrait que vous tourniez la page et que vous essayiez de passer à autre chose, même si cette autre chose, vous l'affrontez seul et que vous ne pouvez plus voir pour l'instant un homme. Mais en tout cas, choisir une période là, vous vraiment vous borner à ne plus voir d'homme, à ne plus, pour l'instant, avoir la moindre relation. Et puis peut-être qu'à un moment, tout ça reviendra progressivement. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Et je vous souhaite surtout beaucoup de courage, Cathy. On vous embrasse et puis courage à vous.